Il y a un an, quasiment jour pour jour, on ouvrait le bureau parisien d'Apani pour l'Europe du Sud. Je pense qui est assez important, et je pense qu'on voit le phénomène de façon forte en Europe, c'est qu'on est en train de changer de situation dans le marché des smartphones et des apps. Il y a quelques années, il y avait des taux de pénétration assez faibles. Vous avez besoin d'être mobile first, mobile only, app only pour vous y intéresser. Aujourd'hui, on a des taux de pénétration de 70 à 80% dans les marchés développés, l'Europe, les US, le Japon. C'est un total de 3 milliards de smartphones à travers le monde. Demain, 2020, c'est 6 milliards de smartphones à travers le monde. 6 milliards, ça veut dire que tout homme, femme, enfant de 5 à 85 ans va avoir un smartphone, un téléphone, un ordinateur puissant avec une caméra, de la géologue, du moyen de paiement, tout ça intégré et quelque chose qu'on a toujours sur soi, personnel, qui est finalement toujours connecté sur un réseau rapide. Et je pense qu'on n'a pas encore totalement situé l'implication de ce que ça veut dire et de ce que ça va permettre. Mais par contre, justement, ce que je suis en train de voir, c'est que depuis ces 12-24 mois, derniers 24 mois, de plus en plus de sociétés, justement, s'en sont rendues compte, des sociétés mainstream, on va parler plus, qui justement, voient l'occasion, quand 70 ou 80% du marché potentiel en Europe a du smartphone et que ça passera à 90, voire potentiellement 100% d'ici quelques années, on peut complètement rechanger son business model. Donc je pense qu'on est vraiment à un stade très excitant du marché des apps. Comment vous êtes organisé pour la partie mobile chez Price Minister là, Alors en France ? Aujourd'hui, donc le mobile est vraiment dans toutes les équipes. Donc on essaye en tout cas d'être mobile first depuis maintenant un bout de temps. Donc on n'a pas spécialement une équipe dédiée mobile, mais on a vraiment dans chacune des équipes essayé de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et que le mobile soit pris en compte. Donc aujourd'hui, chaque projet technique qui sort chez Price Minister est vraiment mobile first. Et c'est vraiment plus du tout juste un mot, c'est vraiment une prise c'est vraiment une prise de conscience. On sort un projet, on le sort d'abord pensée mobile et ensuite desktop. Et donc du coup, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment une équipe mobile dédiée, même si moi de mon côté vraiment mon scope est 100% mobile. Mais côté UX, CVR, etc., les projets sont pensés mobiles. Côté acquisition, évidemment, tout ce qui est acquisition, site mobile, download est pris en compte. Côté CRM, le push notification est dans mon domaine, mais on travaille avec des synergies pour mettre en place maintenant, essayer de mettre en place des push intelligents. On vous a envoyé un email, vous ne l'avez pas ouvert, on vous envoie un push notification, etc. En tout cas, dans toute la boîte, on nous l'a répété plusieurs fois et c'est vraiment maintenant une prise de conscience où du coup toutes les équipes sont mobiles. Donc on n'a pas vraiment une équipe mobile, mais on a vraiment du mobile dans chaque équipe en fait. Tu me citais quelques chiffres, est-ce que tu as quelques chiffres à nous citer sur l'activité Oui. Voilà. Alors donc aujourd'hui le mobile chez Price Minister, donc quand je dis mobile c'est vraiment site mobile, application mobile, tablette, application et également le site classique sur tablette puisque du coup c'est le site classique qui s'affiche sur tablette. Aujourd'hui ça représente près de 50% de nos visites, donc c'est devenu de plus en plus conséquent. On est aujourd'hui aussi à près de 30% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur mobile, donc ça grossit, on aimerait que ça grossisse encore plus. C'est d'ailleurs pour ça que tous les projets sont vraiment mobiles, qu'on essaye d'augmenter tout ce qui est acquisition de download avec les différents partenaires. On va travailler énormément sur la rétention parce que, comme on le disait, le download, c'est très concurrentiel. Les CPI sont de plus en plus chers. Donc, on va essayer de fidéliser notre base qui a téléchargé, les gens qui ont téléchargé, qui sont dormeurs, qui ne sont plus retournés sur l'application pour faire de la rétention. Et faire en sorte que ces gens retournent sur l'application. Tout ce qui est également push notification pour les faire revenir, avoir une stratégie push cohérente, intéressante, qu'on reçoive un push pour une raison et pas qu'on envoie du mass push et la même chose à tout le monde. Tout ça pour justement augmenter la part du mobile. Aujourd'hui, on est sur iOS, Android. La part d'Android est de 65% de nos MAU, 35% sur iOS. En revanche, la conversion sur iOS est plus forte que sur Android. Je pense que c'est aussi dû au type de population, mais je pense qu'il y a également des améliorations à faire sur le produit Android. Voilà, globalement, je ne peux pas dévoiler tous les chiffres. Mais... Tu peux nous raconter comment vous êtes organisé, parce que c'est très intéressant, votre organisation. Ce qui est assez caractéristique, donc on opère environ 7 applications en Europe de l'Ouest.
7 marques. Alors qu'en fait c'est le même produit, donc c'est même la même application. C'est la même plateforme. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde de groupes qui ont fait de la croissance à la fois organique mais aussi avec des acquisitions, donc qui ont conservé des marques. On a Match au UK dans les Nordiques, on a Lexa en Hollande, on a Love Scout en Allemagne, Mythic bien sûr en France et en Italie, en Espagne. Et systématiquement on a basculé tous nos célibataires, tous nos services sur la même plateforme, ce qui fait que maintenant on opère réellement tous ces services en Europe sur la même plateforme, avec la même appli, mais on est obligé de la publier sur des noms différents, avec des marques différentes, des logos différents, pour s'adapter à chacun des marchés. Vos équipes en interne, comment vous avez fait pour être full user-centric, tu me disais ? Alors on a basculé il y a un peu plus de 2 ans et demi en agile. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on a colocalisé, créé des équipes dans lesquelles on va retrouver un product owner, donc un responsable produit, un designer et puis des développeurs front et back. Et donc on constitue des équipes qui sont complètement autonomes et qui sont plus agiles, qui vont nous permettre de gagner en vélocité. Et notamment, c'est ça qui nous a permis de prendre le virage du mobile, puisqu'on a commencé avec cette transformation organisationnelle sur les applications. Donc ça, c'est très intéressant comme organisation. C'est vraiment une tendance de fond, où on marie et les développeurs, et le marketing, et le produit. L'acquisition offline via la télé, ça existe de plus en plus. On le voit sur les jeux, on le voit sur les applications de langue. Donc ça existe sur le dating. Mais il y a à la fois des bons ROI, il faut le dire, si on peut se le permettre, et puis également on construit une image de marque, on va construire une awareness de sa marque. Donc il y a un double effet, et il y a y compris des startups qui ont des financements, qui commencent à se lancer aussi sur la pub télé. Absolument. Alors, autre chose intéressante chez Mythic qui est assez performante, c'est le fait que vous avez compris très vite ce qu'était le multi-device, multi-écran. Tu peux aussi expliquer ce sujet ? Alors on a essayé d'aligner, effectivement d'avoir une approche mobile first et d'aligner notre expérience client cross-device. Donc, quand on a fait une refonte il y a à peu près 2 ans de l'interface complète des applications, on a ensuite décliné cette refonte à la fois sur le mobile web et sur le desktop maintenant, de manière à avoir vraiment une cohérence multi-device. Et après, pour aller un cran plus loin, je pense que cette cohérence, il faut l'avoir à toutes les étapes du parcours. Ce qu'on a vu, c'est encore une fois, dans les secteurs traditionnels, une évolution dans le marché des apps. Et je dirais que dans certains cas, une révolution. Je pense qu'en Europe, on est à un tipping point. Moi, ça fait, je vais passer 10 jours, ces 10 derniers jours en Europe. Plusieurs fois, j'ai entendu la phrase on ne va plus avoir de Chief Digital Officer d'ici 5 ans. Parce que si la boîte n'est pas complètement 100% digitale, elle est morte. Et je parle de boîtes CAC 40, je parle de boîtes FTSE 100, donc je parle de boîtes énormes et de Chief Digital Officer qui m'ont fait cette remarque eux-mêmes. Il y a des changements majeurs qui se passent. C'est vrai qu'on en parle peu, mais pour la télé, le mobile, et le PC avant, mais le mobile aujourd'hui, c'est génial. Ça rajoute plein de télé. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de smartphones, et puis quand on a la 4G, parce qu'il faut les deux, il faut le device, mais il faut aussi un bon réseau. Quand on a la tablette avec le Wi-Fi à la maison, eh ben on a rajouté à peu près 100 millions de postes de télé aux 50 millions qu'il y avait déjà avant. Donc c'est à peu près une douzaine de minutes par Français par jour qui consomment la télé, soit en live, soit avec de la catch-up. Donc pour nous, c'est une formidable opportunité de développement. La télé de demain, ça sera la télé qui, en fait, grâce au mobile, qui sera reliée d'une manière ou d'une autre à la télé, par du watermarking, par une liaison quelconque, pourquoi pas par la box aussi d'ailleurs demain, puisque les opérateurs de box sont aussi des opérateurs mobiles. Le marché, comment a-t-il évolué déjà de 2015 à 2016? Et là, je regarde les downloads à l'échelle mondiale. C'est plutôt une belle croissance. On avait 110 milliards de downloads en 2015. On estime à 150 milliards de downloads en 2016. L'année n'est pas encore finie. Et on voit environ 300 milliards de downloads d'ici 2020, avec une répartition relativement similaire. Un point que vous remarquerez, c'est que la région Asie est déjà la plus grosse région du monde en termes de download, et on voit que ça va continuer, si ce n'est légèrement augmenter. Et encore une fois, ce qui va aider à cette croissance, c'est notamment le doublement de la pénétration en termes des téléphones. Dans les télévisions en continu, on se pose souvent la question, mais est-ce qu'il faut break? Est-ce que cette nouvelle, est-ce qu'il faut breaker? Breaker, c'est on casse l'antenne et puis on part en édition spéciale. La réalité, c'est que à 15h, le breaking, il est là-dessus.
C'est là que ça se passe. Et ça, pour les gens de la télé, c'est assez copernicien. Donc voilà ce qu'on essaie de faire par petites touches. Et on est assez content des résultats. Je vous invite à télécharger l'appli et à la noter positivement ou à ne pas la noter du tout si vous n'aimez pas. Mais voilà. Si on regarde les revenus, même façon des chiffres qui grossissent très vite. On était à 41 milliards de dépenses utilisateurs sur les App Store précisément. Donc j'exclus l'e-commerce, j'exclus le marché publicitaire, pure dépense de consommateurs, 41 milliards de dollars à travers le monde. On estime qu'on finira l'année à 52 milliards de dollars, une jolie croissance dans n'importe quel marché, plus de 100 milliards de revenus qu'on estime d'ici 2020. Donc un potentiel de croissance, encore une fois, juste sur les achats à travers les App Store. On pense que les croissances sur le marché de la pub, sur le marché de l'e-commerce, sur d'autres secteurs mainstream vont être encore plus importantes parce qu'ils partent de plus loin. Vous avez tous suivi un truc qui s'appelle l'Internet des objets, qui va connecter absolument tous les objets très vite avec les microcontrôleurs, qui est juste un microcontrôleur dans l'objet ou autre chose de plus intelligent, de plus élaboré, tout sera connecté assez vite. La 5G est designée pour ça, pour connecter tout en mode ambiant. Et à partir du moment où vous connectez un électrocardiogramme, une rétine, une voiture, un aéronef, enfin bref, votre banque, vos données de santé, c'est-à-dire des processus ultra critiques dans le quotidien de votre vie, il sera la tolérance à la latence, la tolérance à l'insécurité sera zéro. Comment on nous utilise, et je vais rentrer dans le détail après pour montrer des exemples de stratégies et tactiques qui marchent. On est utilisé à différents niveaux par les boîtes. On a été impressionnés par le nombre de cas d'utilisation variés, le type de département qui utilise nos produits. Encore une fois, vous n'avez pas de partie IT parce qu'on aide le business. Et le business, ça démarre par le corporate. On aide à benchmarker ce qui se passe, on aide à comprendre les grosses trends, les grosses tendances du marché, on aide à aider à définir les raisons pour faire un pari sur tel ou tel marché, parce qu'on est mieux capable de comprendre sa taille ou sa taille à venir. On aide beaucoup au niveau d'investissement. Je pense que quasiment tous les investissements majeurs qui ont été faits dans le marché des apps ont utilisé des données Apani à la base. Un SoftBank, quand il a annoncé l'acquisition de Supercell, il a utilisé des données Apani, il l'a annoncé au marché pour valider ses positions. Par exemple, un WhatsApp, quand il s'est fait acquis par Facebook, ça a été aussi une situation similaire, je dirais de tous les côtés, investisseurs, Facebook, enfin bon. Donc des investissements mineurs, majoritaires ou autres, on est beaucoup utilisé pour ça. BD, il y a beaucoup d'occasions pour les boîtes d'éviter certains canaux publicitaires, de faire des relations directes avec d'autres apps, d'optimiser les coûts d'acquisition. On est utilisé beaucoup pour ça et ça nous fait plaisir de voir justement de l'optimisation de ce côté-là. Product management, beaucoup de boîtes nous disent est-ce qu'il faut lancer telle feature, tel ceci, tel cela, je vais faire de l'A/B testing, tout ça c'est amusant, mais si vous avez déjà 50, 100 boîtes ou vos 3 directs compétiteurs qui ont lancé ou pas telle feature, vous pouvez le voir sur Apani et vous pouvez traquer l'influence que ça a eu sur le taux de rétention, le temps passé. Vous pouvez calculer finalement quel a été le ROI pour votre concurrent et quel peut être votre ROI pour vous. Et du coup, décider ou non de lancer un feature. C'est des coûts sauvés qui peuvent se monter en millions de dollars. Et si on parle de marketing, vous aidez vraiment en termes d'acquisition d'utilisateurs. Être plus efficace, aussi bien par les canaux gratuits que par les canaux payants.